Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à un monument du théâtre français, l'Avare, de Molière. Une pièce géniale sur un homme qui aime son argent, disons-le, bien plus que sa propre famille. Au voleur, à l'assassin. Waouh, non, non, personne n'est mort. Mais pour Harpagon, notre personnage principal, se faire voler son argent, c'est bien pire que la mort. Et ce cri, eh bien, il résume à lui seul toute la pièce. Alors, voilà comment on va décortiquer cette histoire. On va d'abord rencontrer ce père avare. Ensuite, on verra le choc entre l'amour et l'argent. Puis, on suivra le complot et le fameux vol. On se régalera du grand quiproquo pour finir sur une conclusion où chacun trouve son trésor. Allez, on commence par le commencement. Et tout commence avec lui, Harpagon, un père dont l'obsession pour l'argent va empoisonner la vie de tout son entourage. Le voilà, notre Harpagon, le cœur de toute l'histoire. D'ailleurs, petit fait amusant, son nom vient du grec harpagé, qui veut dire rapacité. Ça donne le ton, n'est-ce pas? Molière ne laissait rien au hasard. Et qu'est-ce qui le rend si paranoïaque? Ça, 10 000 écus d'or, une fortune qu'il a enterrée dans son jardin, dans une petite boîte, une cassette. C'est la source de toutes ses angoisses. Et là, on a un résumé parfait du conflit de la pièce. D'un côté, Harpagon veut protéger son argent. De l'autre, ses enfants, Cléante et Élise, veulent juste être heureux et épouser ceux qu'ils aiment. Le problème, pour leur père, leur bonheur est une dépense qu'il n'est pas prêt à faire. Parce qu'Harpagon, lui, il a déjà tout prévu. Sans demander l'avis de personne, bien sûr. Il va épouser la jeune Marianne, il va donner sa fille Élise au vieux seigneur Anselme, parce que, pas besoin de dot, c'est économique. Et pour son fils Cléante, une riche veuve fera l'affaire. La logique est purement financière. Le décor est planté. On entre maintenant dans le cœur du réacteur. Le conflit direct entre les désirs amoureux des enfants et les calculs de leur père. Alors voilà le drame. Cléante est fou amoureux de Marianne, la même que son père veut épouser. Pour l'aider, il lui faut 15 000 francs. Il cherche donc un prêteur. L'ironie, c'est qu'il est sur le point de tomber sur le pire usurier de Paris. Et là, c'est le choc. La révélation. L'usurier qui demande des taux d'intérêt complètement fous et qui essaye de lui refourguer des vieilleries sans valeur en guise de prêt. C'est son propre père. La confrontation est violente et inévitable. Pendant ce temps-là, un autre personnage entre en scène, Frosine, l'entremetteuse. Elle est très maligne. Elle flatte Harpagon, elle lui fait croire que Marianne adore les hommes mûrs et surtout, argument ultime, qu'elle ne lui coûtera rien. Pour Harpagon, c'est de la musique à ses oreilles. Arrive le fameux dîner de rencontre. Ah, c'est un grand moment de comédie. C'est le malaise total. Marianne est horrifiée par Harpagon. Mais, surprise, elle reconnaît Cléante, son amour secret. Et Cléante, très astucieux, va jusqu'à piquer une bague au doigt de son père pour l'offrir à Marianne, sous son... Bon, avec tous ces secrets et ces tensions, vous imaginez bien que la méfiance d'Harpagon atteint des sommets. On se dirige tout droit vers le complot, et surtout, vers le vol qui va tout faire exploser. Et Harpagon, pour en avoir le cœur net, tend un piège absolument cruel à son fils. Il fait semblant de renoncer à Marianne. Cléante, naïf, tombe dans le panneau et avoue tout son amour. La réaction d'Harpagon est terrible. Il le maudit. C'est la rupture. Mais attendez. Pendant que le père et le fils sont en pleine dispute, il se passe quelque chose dans le jardin. La plus grande peur d'Harpagon est sur le point de devenir réalité. Où est passée la fameuse cassette ? Eh oui, c'est La Flèche, le valet de Cléante, qui a profité du chaos général pour mettre la main dessus. Il l'a déterrée. Pour Harpagon, c'est la fin du monde. Son pire cauchemar vient de commencer. Et c'est ce qui nous amène à ce monologue légendaire. Le désespoir d'Harpagon est total. Il est si fou de douleur qu'il se met à parler tout seul, à accuser le public. C'est un spectacle à la fois comique et pathétique. Ce vol plonge la maison dans une pagaille monstre. Et c'est là que Molière va nous offrir un des plus grands quiproquos de l'histoire du théâtre. Alors, pour se venger d'une vieille dispute, le cuisinier, Maître Jacques, décide d'accuser Valère. C'est terriblement ironique. Valère, qui a passé son temps à flatter Harpagon, à se faire passer pour un serviteur ultra économe pour gagner sa confiance, le voilà accusé de vol. Et là, c'est le génie de Molière. On a un dialogue de sourds absolument parfait. Harpagon interroge Valère sur son trésor volé, en parlant de sa cassette. Et Valère, lui, croit qu'Harpagon a découvert son amour pour Élise. Il avoue donc lui avoir volé le cœur de sa fille. Chaque mot est un malentendu. C'est brillant. On est en plein chaos. Tout le monde est accusé. La situation semble sans issue. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir se sortir de là ?
Eh bien, par un retournement de situation final, où chacun, à sa manière, va trouver ce qu'il cherchait. Et là, tout se dénoue comme par magie. Le fameux seigneur Anselme arrive et, incroyable coïncidence, il s'avère être le père de Valère et de Marianne qu'il croyait perdus en mer. Du coup, les deux couples peuvent se marier. Et le meilleur pour la fin, Harpagon récupère sa précieuse cassette. Et Harpagon, dans tout ça, il est d'accord avec tout, absolument tout. À une seule et unique condition, bien sûr, que ça ne lui coûte pas un sou. C'est Anselme qui paiera pour les mariages. À la fin, tout est bien qui finit bien. Les amoureux sont réunis et Harpagon a retrouvé son argent. Mais la pièce se termine sur une question qui reste en suspens. En gagnant son trésor, qu'est-ce qu'Harpagon a vraiment perdu en chemin ?